Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée numéro 37. Comme d'habitude, pratiquez la distanciation sociale tout en pratiquant également la proximité cinéphile. Soyez vigilants pour ne pas être infantilisés. Une chose est sûre, c'est qu'en pratiquant la distanciation sociale, on a des bonnes habitudes parce qu'on peut craindre que, en cette période qui précède un déconfinement progressif, eh bien, il y ait ce que certains appellent le stop and go, c'est-à-dire on ouvre un peu, puis après on est obligé de reculer pour éviter qu'il y ait des retours de deuxième vague ou de plusieurs vaguelettes, avec chaque fois des risques tragiques de décès, évidemment. Donc c'est difficile d'être confiné. On est seul, livré à soi et à ses démons et à ses tentations. Alors là, aujourd'hui, je vais vous proposer un film où il y a beaucoup de personnes sur l'écran. Il y a des foules de figurants. C'est un film qui est un film venant d'un horizon dont jusqu'à présent je n'ai jamais eu l'occasion de parler dans le cadre de ces suggestions. Et c'est un tort, mais enfin, il faut commencer progressivement. On ne peut pas parler de tout de suite et tout le temps. Il s'agit d'un superbe film de Kurosawa qui s'appelle Ran. Le film a été produit et en 84-85 et il est sorti sur les écrans du Japon dès 1985 avant d'être présenté ensuite au Festival de Cannes. Ce film avait été précédé par un autre film de Kurosawa en 1980 qui avait obtenu la Palme d'Or à Cannes et qui s'appelle Kagemusha, qui était aussi un très beau film d'action. Mais là, fort du succès de Kagemusha, très fort film d'action et de réflexion qui se situe dans le Japon féodal, là, Kurosawa va prendre le temps de faire une pause réflexive, c'est-à-dire qu'il va profiter de ce film pour aussi faire une réflexion sur la mauvaise coexistence du point de vue du bien-être commun entre le pouvoir, les hommes et la cupidité, les ambitions et le caractère destructeur de tout cela, car le mot Han en japonais signifie chaos. Alors, pour ce qui concerne Kurosawa, c'est évidemment un des grands maîtres du cinéma japonais, surtout qu'il a commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale à faire des films, mais son véritable envol, son épanouissement, va se dérouler après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans un très beau livre qui s'intitule Praxis du cinéma de Noel Birch, un chercheur filmologue américain. Eh bien, il parle des trois grands noms du cinéma japonais, Ozu, Mizoguchi et Kurosawa. Et il dit que contrairement aux autres, Kurosawa, il a une particularité, c'est qu'il essaye d'accommoder en quelque sorte les codes culturels, les habitudes de représentation spécifiques au Japon avec le monde occidental. Il faut dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une capitulation de l'État japonais, donc une occupation américaine et une interdiction pour le Japon qui a repris progressivement en main la conduite de son destin sous la présence vigilante des alliés occidentaux et des Américains. Eh bien, lui va essayer de combiner, Kurosawa, les codes culturels japonais avec les codes de représentation qui sont à l'œuvre dans l'horizon du pays qui surveille le retour du Japon vers un comportement pacifiste et vers une gestion à caractère de démocratie parlementaire de ces institutions, tout en maintenant l'institution de l'Empire. Bien. Eh bien, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que Kurosawa va notamment faire des adaptations, ou en tout cas s'intéresser à des œuvres comme celle de Shakespeare
ou de Dostoïevski, L'idiot par exemple, qui va l'inspirer. Et pour Ran, eh bien, c'est l'inspiration, elle est du côté de Shakespeare, et notamment de ce chef-d'œuvre de pièce de théâtre de Shakespeare qui s'appelle Le Roi Lear, et avec une transposition conforme d'une part à ce qui s'est passé dans l'histoire d'un passé féodal du XVIe siècle au Japon et au code de représentation. En général, la guerre, elle est conduite par les hommes, alors que dans la pièce de Shakespeare, le roi Lear, pris d'un coup de folie, entre guillemets, décide de partager entre ses trois filles son royaume, et la plus petite de ses filles qui refuse, il va la bouder, et pourtant c'est auprès d'elle, comme on le sait, qu'il va finir par se réfugier, parce que ce legs ou ce don de son empire à ses trois filles va exacerber les appétits, la cupidité, on en est toujours là, de la fille aînée et de la cadette. Alors là, c'est transposé, c'est des hommes. Un chef féodal décide non pas pour aller à la quête de l'amour, mais décide de partager son royaume entre ses trois fils, et, donc évidemment en réalité, pour assurer le maintien de son empire, de sa zone d'influence, en réalité ça va être le début de la fin, puisque ça va réveiller une course au pouvoir monopole, et au monopole du pouvoir plus exactement, entre les trois fils, sauf le plus petit qui lui aussi est banni parce qu'il critique et conteste le choix de son père. En réalité, la leçon, je ne vais pas parler de la fin du film, mais la leçon qui nous est livrée par Kurosawa, elle est très claire. Eh bien, peut-être que le fruit est dans le ver quand le ver mange le fruit, mais surtout le ver est dans le fruit. Et dès qu'il y a une course au pouvoir et il y a de la politique en quelque sorte, eh bien il y a de façon intégrée, congénitalement si vous voulez, dans cette dimension de course au pouvoir, il y a les germes de la division, de l'affrontement, de la mort, c'est-à-dire du chaos. Et évidemment, au passage, en parlant de cette thématique, eh bien, Kurosawa, une fois de plus, comme dans plusieurs de ses films précédents, qui se rapproche de Shakespeare, notamment La stratégie de l'araignée, qui est une adaptation de Lady Macbeth, eh bien, il livre une réflexion sur ce passé militariste du Japon qui a fait tant de mal et qui a entraîné ou plongé le Japon dans le chaos, de la mort, de la souffrance pour la population et l'ensemble de la population. Et donc, dans ce film, il y a une réflexion philosophique qui prend les figures, si vous voulez, d'un grand film d'action avec des centaines de figurants, évidemment pour le plus grand plaisir du spectateur. Il y a la représentation de la violence, mais sans jamais une seule once de complaisance vis-à-vis de cette violence. En même temps, sur le plan esthétique, Kurosawa se surpasse. Il fait un travail à caractère pictural. Les scènes de bataille sont autant de tableaux où il y a tout un jeu chromatique, notamment les différentes couleurs des armées des soldats, des fils, et les couleurs dominantes dans la représentation de ces batailles sont le jaune, le bleu, le rouge. Et je peux vous livrer un petit secret entre nous, en vous demandant de le garder, mais c'est un secret public évidemment. Nous avons, nous aussi, à l'Odyssée, notamment dans le hall d'entrée de l'Odyssée, eh bien, cet assemblage de couleurs rouge, jaune et bleu. On l'a dans notre logo, et évidemment dans la couleur rouge des fauteuils de l'Odyssée. Donc c'était un petit clin d'œil à l'époque à ce magnifique film qui s'appelle Ran de Kurosawa.
Vous ne serez pas seul, tout en étant seul à regarder ce film ou en comité très restreint, le cercle familial, parce qu'il va y avoir toute une série euh, de figurants, et notamment on va voir que dans ce monde masculin, eh bien parfois la source de chaos provient de la femme de l'un des frères, c'est-à-dire de l'élément féminin, qui trouve le moyen de subvertir cette ivresse de pouvoir pour venger son propre destin particulier, parce qu'elle-même, elle est devenue l'épouse d'un des frères après l'assassinat de tous les membres de sa famille et la pulvérisation du pouvoir de sa famille d'origine, de celle de son père. Un chef-d'œuvre à voir absolument, et j'espère que nous aurons l'occasion de vous parler d'autres très très beaux films japonais, un peu plus historiques si vous voulez, mais aussi des films récents. En attendant, bon visionnement. Par Allociné, vous pouvez trouver les références. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Merci, au revoir.